Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une compétence fondamentale en écriture académique, la rédaction de l'introduction et de la conclusion d'un texte. Ces deux moments structurants sont souvent négligés ou mal maîtrisés, alors qu'ils jouent un rôle clé dans la cohérence, la clarté et la force argumentative d'un écrit. L'objectif de ce cours est donc de comprendre les fonctions spécifiques de l'introduction et de la conclusion, ainsi que les erreurs fréquentes à éviter. Commençons par l'introduction. Une bonne introduction ne se résume pas à une entrée en matière décorative. Elle répond à des fonctions précises. Chaque étape construit un contrat de lecture entre l'auteur et le lecteur, garantissant la lisibilité et la rigueur du texte. D'abord, susciter l'intérêt du lecteur grâce à une accroche engageante. Ensuite, situer le sujet en contextualisant les enjeux et en posant les définitions nécessaires. Puis, formuler une problématique claire, c'est-à-dire poser une vraie question qui appelle à une réflexion. Alors, la problématique est le cœur battant de l'introduction. C'est elle qui donne tout son sens à la réflexion. Elle ne doit jamais être une simple reformulation du sujet, mais plutôt une reformulation problématisée. Autrement dit, on ne pose pas une question fermée, mais une tension intellectuelle qui incite à développer un raisonnement. Comme l'indique Gagnon, une bonne problématique crée un effet d'incertitude, un espace de débat intellectuel. C'est ce qui distingue une rédaction mécanique d'un vrai travail analytique. Enfin, annoncer le plan pour orienter le lecteur dans la structure du raisonnement. L'introduction se termine en général par l'annonce du plan. C'est une étape indispensable qui répond à un impératif de clarté académique. Le lecteur a besoin de savoir comment la réflexion va se dérouler. Cela correspond à un engagement, une promesse de méthode et de progression. Comme le dit Candelier, c'est un contrat de lecture. Et omettre cette étape reviendrait à désorienter le lecteur et à donner l'impression d'un texte désorganisé. Revenons un instant sur l'accroche. Cette première phrase est essentielle. Elle doit établir un équilibre délicat, être liée au sujet tout en ouvrant la voie à une problématique plus large. C'est ce que j'appelle une amorce intelligente qui attire l'attention sans détourner l'objectif principal académique. Voyons maintenant quelques techniques concrètes. La première technique est la citation. Si elle est bien choisie et bien intégrée, elle peut jouer un rôle très structurant. Mais attention, la citation ne doit pas faire écran. Elle doit servir d'élan à votre réflexion et non de substitut à elle. Rabatel insiste sur l'importance de cette amorce pour construire une posture énonciative cohérente. En d'autres termes, pour que le lecteur sache d'où vous parlez et vers quoi vous allez. D'autres techniques d'accroche peuvent être efficaces à condition qu'elles soient maîtrisées. Une anecdote vivante en lien avec le thème, un fait d'actualité pertinent, une question rhétorique qui éveille l'intérêt. Ces techniques doivent être utilisées avec discernement. Elles doivent servir le propos et pas juste faire joli. Maintenant, les erreurs à éviter dans l'accroche sont nombreuses. Par exemple, les généralités vagues, le hors-sujet, les anecdotes décoratives. Attention aux erreurs fréquentes. Les généralités vagues comme, par exemple, « depuis la nuit des temps » sont à proscrire.
Elle n'apporte pratiquement rien à votre dissertation. Aussi, les hors-sujets ou anecdotes déconnectées peuvent parasiter l'introduction. Une accroche ratée, c'est souvent un texte qui commence mal et peine à se redresser. Passons maintenant à la conclusion. Cette dernière remplit plusieurs fonctions qui sont les suivantes. D'abord, réorganiser les idées principales en une synthèse. Il ne s'agit pas de répéter, mais plutôt de condenser. Aussi, répondre à la problématique, la conclusion referme le cercle du raisonnement. Elle montre comment chaque étape du développement a contribué à éclairer la question posée. Comme le rappelle Fabre, c'est ici que l'on referme le cercle ouvert dans l'introduction. Passons maintenant aux erreurs à éviter lors de la rédaction d'une conclusion. Première erreur à éviter, l'introduction d'une nouvelle idée. Il est strictement interdit d'introduire de nouvelles informations ou arguments inédits. En effet, le fait d'introduire un nouvel argument en conclusion perturbe complètement la logique du texte. La conclusion n'est pas un nouveau développement, elle doit donner un sentiment d'aboutissement. Cusin parle ici de clôture argumentative. Un texte bien construit doit se refermer sur lui-même et non ouvrir un nouveau champ. Autre erreur fréquente aussi, ne pas revenir à la problématique. Cela laisse le lecteur sur sa faim. En reformulant la question initiale sous une forme de synthèse, on balisera le chemin parcouru. C'est une manière de rappeler au lecteur « Voilà ce que je voulais démontrer et voici comment j'y suis arrivé ». Enfin, il faut éviter une conclusion bâclée ou banale. Dire simplement « pour conclure ce sujet » est important. Ne suffit pas. Surtout pas ça. La conclusion doit être réfléchie et dynamique. Elle donne un sens rétrospectif à tout le raisonnement. C'est un moment de valorisation, pas une formalité. Pour conclure ce cours, retenez ceci. Une introduction prépare le lecteur, une conclusion le laisse satisfait. Ces deux moments doivent dialoguer, se répondre et surtout servir la logique argumentative d'un texte académique. Dans le prochain cours, nous aborderons la rédaction du développement, c'est-à-dire la manière de construire une progression logique cohérente et convaincante à travers différents paragraphes.